Dites-nous la vérité, aujourd'hui reçoit M. Dan Orphée Ibiassi. Il est le responsable de la communication du projet Durcab. Avec lui, nous allons regarder les missions de ce projet, les difficultés et les réalisations au niveau du Congo. Et nous ne manquerons pas également de terminer par les perspectives d'avenir de ce projet. Monsieur Ibiassi, bonjour. Bonjour. Alors, la petite présentation faite vous convient? Oui, tenant compte de la circonstance, je crois qu'elle est largement suffisante. En effet, je suis le responsable de la communication du projet Durcab et je m'occupe aussi des activités d'ingénierie sociale. Mais qu'est-ce que le projet Durcab? Le projet Durcab, c'est le projet de développement urbain et de restructuration des quartiers précaires. Il a été approuvé en 2016, mis en œuvre à partir de février 2017 et le projet a vécu. Aujourd'hui, nous sommes à peu près à un peu plus de 5 ans. Et le projet a deux objectifs majeurs. Le premier porte sur l'aménagement des quartiers afin de faciliter l'accès des populations aux services sociaux de base. Et le second porte sur le renforcement des capacités du gouvernement et des autres institutions en ce qui concerne la gestion urbaine. Nous avons dans le mode de fonctionnement 3 composantes. Il y a la première composante qui s'occupe de l'intégration des quartiers, c'est la composante physique. La deuxième composante qui s'occupe de ce qu'on vient de dire tout à l'heure, le renforcement de capacité. Et la troisième composante, c'est la composante gestion de projet. Mais il y a une composante de circonstance qui est là aussi, c'est la composante cercle qui veut que nous intervenions de façon urgente dès l'instant où le gouvernement fait appel au fond du projet pour régler les urgences climatiques de l'heure. Alors, si nous comprenons bien, le projet est piloté par le gouvernement avec l'appui de la Banque mondiale. Oui, le Durcab est un projet du gouvernement de la République du Congo qui est mis en œuvre conjointement avec le partenaire technique et financier qui est la Banque mondiale en ce moment. Et quelle est la mission principale? Parce que vous avez parlé de manière générale. Quelle est la mission essentielle de ce projet? C'est ce que je venais de vous dire tout à l'heure. Cela va de pair avec les objectifs du projet. Le projet a 2 objectifs majeurs, ce qu'on appelle les objectifs de développement. Le premier objectif porte sur l'amélioration de l'accès aux infrastructures des populations vivant dans les quartiers précaires. Ça, c'est le premier objectif. Et le deuxième, c'est le renforcement des capacités des institutions, donc disons municipalités et gouvernements, en ce qui concerne la gestion municipale. Peut-on avoir une idée de vos réalisations au Congo? Au Congo, nous intervenons sur 2 localités. Parce que nous sommes un projet pilote, donc un projet expérimental. Donc nous intervenons sur 2 villes, Brazzaville et Pointe-Noire. Et à Brazzaville, nous avons 2 quartiers, à Pointe-Noire également. À Brazzaville, donc, il s'agit des quartiers Soukissa à Wendé et Mukundingwaka à Makeleki. À Pointe-Noire, nous avons donc le quartier Mboukou à Titié et le quartier Chinambi 1 à Longili. Dans chacun de ces quartiers, vous devrez savoir, cher monsieur, que tout ce qui a été implémenté aujourd'hui l'a été de la volonté des populations. Parce que nous avions mis en place une démarche participative qui voudrait que dorénavant, qu'il ne soit plus à nous, qu'il ne nous appartienne plus, de venir avec des projets clés en main et imposer aux populations. Cette fois-ci, on a inversé la pyramide. On a voulu prendre en compte les attentes des populations et leur servir ce qui leur est le plus important en ce moment. Sur cette base, les choix des populations ont été portés sur les voiries, donc faciliter l'accès dans les quartiers, sur, comme on a dit, les services sociaux de base, les marchés et les hôpitaux, et sur les écoles. Et donc, en l'occurrence, aujourd'hui, pour chaque quartier cible du projet, nous sommes déjà à une réalisation de près de 10 km de voiries pavées, aussi bien à Mukundingwaka, qu'à Soukissa, qu'à Mboukou ou à Chinyambi. Et en ce qui concerne les autres infrastructures, aujourd'hui, au quartier Soukissa à Brazzaville, vous avez le marché qui est opérationnel depuis maintenant plus de 2 mois, les gens vendent. À Pointe-Noire ici, vous avez un peu plus de 10 km de voiries pavées aussi par quartier, mais nous sommes en train de construire en ce moment un marché moderne au quartier Chinyambi 1 qui finira probablement d'ici à la fin du mois de juin. 2 écoles qui passent de la condition de préscolaire et primaire aussi
à la condition du secondaire, c'est-à-dire le collège. Donc l'école Pombo Benjamin au quartier Mboku et aussi l'école Bernard Montoumavungu au quartier Chinyambi 1. Il faut savoir que sur les voiries, il y a une particularité qui a été accordée au quartier Mboku sur la demande et sur les constats établis, la demande des populations, nous voulons dire. Nous avions aménagé le boulevard Charles de Gaulle. Si vous connaissez bien Mboku, vous voyez, il y a un boulevard qui est aménagé en partant de la station sur l'avenue de l'Indépendance qui se poursuit jusqu'au quartier 303 là-bas et jusqu'à l'OCH. Donc nous avons aménagé ce boulevard dans un premier temps sur un peu plus de 650 mètres, aller et retour. Et nous sommes en train de poursuivre ce travail. Si vous allez sur le terrain, vous allez voir, c'est un travail titanesque, un travail qui appelle beaucoup d'abnégation. Nous sommes en train de prolonger sur à peu près 700 mètres de voirie linéaire sur les deux côtés. Et donc c'est quelque chose de véritablement essentiel. À Brazzaville, vous avez aussi l'école de la Sorbonne au quartier Mokoniwaka qui est en train d'être fait. Mais vous devrez savoir que le projet pouvait faire plus. Beaucoup plus que ça. Nous avions eu deux soucis majeurs. Un souci temporel imposé par les impératifs Covid et un souci économico-conjoncturel, on doit le dire comme ça, qui voudrait que, vous savez, les projets qui fonctionnent sur base participative appellent une participation financière de l'État. Mais ce n'est un secret pour personne que depuis 2014, le monde, il n'y a pas que le Congo, le monde traverse une crise économique sans précédent qui est fait que la participation du Congo à l'effort du projet sur la dimension financière n'a pas été de mise. Donc il fallait qu'en avril 2019 que nous restructurions le projet pour ne rester finalement que sur les financements Banque mondiale et donc par la même occasion réduire faire des arbitrages et prendre que des projets prioritaires selon les attentes des populations. Revenons un peu à la participation, si ce n'est un secret, peut-on avoir au départ quelle a été la participation de l'État et quelle est celle de la Banque mondiale, les pourcentages? Bon, le projet, dans son financement global, devrait avoir à peu près une masse critique financière de 120 millions de dollars, à peu près 60 milliards de francs CFA. Et c'était financé à hauteur de 80% apport de la Banque mondiale et 20% apport de l'État. Vous êtes journaliste, vous saurez comment ressortir les montants exacts. Donc ce sont les 20% de l'État qui ne sont pas arrivés sous ce format. Seulement, l'État nous a accompagnés sur un autre format. Pour construire des infrastructures dans les zones déjà habitées, c'est ce qu'on appelle en termes techniques des aménagements in situ, il faut tenir compte de la condition des populations pour que les travaux ne les affectent pas tellement. Prenons l'exemple du marché. Pour construire le marché Soukissa par exemple, il fallait que les personnes qui exerçaient leur activité dans l'ancien marché soient déplacées vers un site d'accueil afin de les permettre de revenir vers le nouveau site une fois que les travaux seraient finis. Mais le temps que ces personnes partiraient, ça devait leur faire un manque en termes de bénéfices et en termes de leurs conditions de vie. Donc, le gouvernement avait obligation de financer l'indemnisation de ces personnes-là durant la période des travaux. Et donc, c'est ce qui a été fait à travers ce qu'on appelait les plans d'action de réinstallation. Donc, les parts, le gouvernement a participé à cela et le gouvernement, nul n'était ces plans d'action de réinstallation, aucun travail ne pouvait commencer. Aussi bien pour les infrastructures autres que les voiries ou les voies. Prenons le cas des marchés et des hôpitaux. Une fois livrés au gouvernement, clé en main, est-ce que les occupants, c'est-à-dire les gens qui viendront à l'hôpital ou bien qui vont exercer dans les marchés, ont une quote-part à donner? Bon, là vous posez la question du mode de gestion des infrastructures. Voilà. Alors, nous avions eu à commander une étude à ce propos qui a proposé à toutes les parties prenantes, les populations y compris, 3 modes de gestion qui devraient faire l'objet d'un choix. Et ces modes de gestion étaient lesquels? Le premier mode, c'était la gestion administrative stricto sensu, c'est-à-dire qu'on laisse la gestion telle qu'elle, mais avec les conséquences que nous savons et nous voyons. Il est fort probable qu'après 1 ou 2 ans, on viendra trouver cette infrastructure dans un état un peu embêtant. On ne connaît pas trop les motivations de ce relâchement, mais c'est souvent ce qui arrive. Le deuxième mode de gestion, c'était une gestion strictement privée, c'est-à-dire qu'on confiait la gestion à un partenaire privé qui devrait veiller à maintenir de façon préventive et curative l'infrastructure dans son état. La conséquence directe serait une répercussion sur les coûts d'exploitation du site. Et le troisième mode de gestion était donc le mode de gestion sous forme de marché public conclu
selon les termes d'un partenariat public-privé. En ce moment-là, les bénéficiaires devraient réfléchir sur le mode de partenariat qui serait le plus efficace, aussi bien pour l'État et donc les communautés que pour le prestataire privé qui viendrait. Donc finalement, les populations et les autres parties prenantes avaient choisi le mode de gestion partenariat public-privé. Et donc, tout ce qui aura été retenu dans ce type de partenariat produira ses effets. Donc, logiquement, aujourd'hui, les marchés fonctionnent encore sur la base de la législation en cours en matière de taxation urbaine et de taxation d'utilisation des marchés de manière. Donc, on ne peut pas vous dire aujourd'hui s'il y aura augmentation après ou pas, mais actuellement, il n'y a pas augmentation. C'est juste les taxes telles que cela a été arrêté dans les différents arrêtés municipaux qui traitent de ces questions-là. Parlons un peu des voiries urbaines au niveau de Pointe-Noire. Vous avez construit une route en pavé, commençant par Titié, au quartier Mboukou, qui devait déboucher au rond-point Kassaï au centre-ville. Malheureusement, les travaux se sont arrêtés quelque part. Y aura-t-il poursuite? Mais justement, il s'agit là du boulevard Charles de Gaulle, dont on vient de vous parler tout à l'heure. Vous savez, les projets ont leur zone d'intervention. Nous n'intervenons que dans le quartier Mboukou. Vous voyez? Alors, on ne peut pas aller au-delà, sauf si le gouvernement et son partenaire décident qu'effectivement, pour des besoins d'intérêt commun, il fallait que nous poursuivions. Pour l'instant, vous allez voir, je vous conseille de faire un tour, vous allez voir que de là où les travaux s'étaient arrêtés, il y a une prorogation sur 700 mètres linéaires nouveaux. Donc, nous n'intervenons malheureusement que dans notre zone de compétence. Pour l'instant, on n'est pas encore dans une perspective de poursuite jusqu'au rond-point Kassaï. Donc, comment se fera un peu l'entretien? Vous avez une périodicité de combien de temps pour assurer un peu l'entretien de la chaussée avant de remettre définitivement à l'État? Bon, vous devez savoir qu'en matière des travaux, il y a des phases. Lorsque un travail de cette nature est produit, la première phase, c'est la réception technique, là où les techniciens viennent s'assurer que le travail a été fait conformément au cahier de charge. Donc, cette phase permettra de relever quelques limites et ces limites seront transmises à l'entreprise. L'entreprise devrait prendre cela en compte et convoquer encore la Commission nationale des réceptions des ouvrages finis pour venir constater sur une seconde phase qu'on appelle maintenant une phase provisoire si ces réserves ont été prises en compte. Et de la période de la réception provisoire jusqu'à la réception définitive, il est laissé à l'entreprise la possibilité de continuer l'entretien de la voirie sur une année. Ça veut dire que si on réceptionne les voiries, aujourd'hui nous sommes au mois d'avril, et c'est au mois d'avril de l'année prochaine qu'on va procéder à la réception définitive. Ça veut dire quoi? Durant toute cette période, l'entreprise a l'obligation d'entretenir. Mais la question qu'on devait se poser, c'est au-delà de cette période. Que se passerait-il? Et pour cela, nous avions dans les quartiers ce que nous appelons, grâce justement à l'effort du gouvernement qui avait mis en place en décembre 2013, ce qu'on appelle les CGDC, les comités de gestion et de développement communautaire, qui sont des appuis dans le cadre de la pérennisation des actions qui sont portées dans le quartier. Donc, ce sont ces communautés-là structurées qui ont mission après, dans le cadre d'une dimension de pérennisation et d'appropriation, de continuer avec l'appui des mairies secondaires l'entretien de ces voiries. En dehors des voiries urbaines, des hôpitaux, des écoles et des marchés, quelles sont les autres grandes réalisations réalisées par ce projet au commun? Bon, je ne sais pas finalement pour vous, grande réalisation correspond à quoi dans le fond? On voit un peu en dehors de ce que j'ai cité. Est-ce que vous intervenez sur un autre secteur? On peut regarder la construction des forages et autres choses qui intéressent les populations précaires. Ben, nous construisons les forages, mais les forages dans ces infrastructures, parce que tous les marchés auront des forages. Ah oui. Toutes les écoles ont des forages et des systèmes de distribution énergétique autonomes, de manière à ce que sur ces infrastructures, il ne manquerait jamais de l'eau ni d'électricité. Je pense que, en tout cas dans ce que les populations attendent, nous pensons que nous avions essayé de faire l'essentiel pour que l'utilisation de ces infrastructures corresponde véritablement à leurs attentes. Vous avez opté pour les panneaux solaires? Absolument, absolument. Bon, pas sur tous les chantiers. Actuellement, le marché Soukissa, par exemple, ne fonctionne pas avec un système de panneaux solaires. Il y a des générateurs d'énergie qui sont là, qui prennent le relais en cas d'interruption de la fourniture par les concessionnaires. Pour les écoles, effectivement, nous avons utilisé les panneaux solaires avec aussi une fourniture
énergétique autonome au cas où il n'y aurait pas de distribution par la société concessionnaire. Quelles sont les difficultés que le projet a rencontrées depuis sa mise en œuvre? Bon, la grande difficulté dans le cas de la mise en œuvre a été, on doit le dire, la Covid. Parce que nous avions l'essentiel de ceux avec lesquels nous avions contractualisé qui étaient à l'étranger. Donc l'accès au pays étant extrêmement difficile à cette période, sauf certaines exonérations, ça ralentit véritablement le projet. Et ça, c'est vraiment la difficulté majeure que nous avions eue. Sinon, pour le reste, l'État et la Banque mondiale ont travaillé à faire en sorte que nous atteignions les résultats qu'on a aujourd'hui. Le projet existe depuis quelque temps. J'espère que vous avez des bons et des mauvais souvenirs. Bon, le mauvais souvenir, ça c'est subjectif, hein, je dois le dire, ça c'est en ce qui me concerne. Le mauvais souvenir, c'est qu'il est arrivé un moment où, en 2020, le projet avait été plus ou moins interrompu pour quelques irrégularités sur les chantiers. Et ça nous avait littéralement perturbés parce que les attentes des populations étaient tellement énormes que si jamais le projet ne reprenait pas, ça allait être très très douloureux. Et le bon souvenir, c'est l'ensemble des visites du chef de l'État. Vous voyez, depuis que les projets en partenariat multilatéral sont installés ou s'installent progressivement au Congo, vous êtes journaliste, vous nous direz de mémoire peut-être si vous avez vu un projet qui a été autant accompagné par le chef de l'État. 4 visites quand même, c'est pas rien, quoi. Et pour nous qui travaillons là-dessus, c'est vraiment un réel motif de fierté et de satisfaction. On peut faire visiter un chantier au président, un chantier inachevé et mal fait. En l'occurrence, en ce qui concerne le DURCAP, ça n'a pas été le cas. Le président de la République, c'est une personnalité au-delà de tout. Si jamais, dans son agenda qui est déjà ultra saturé, il trouve un temps pour venir sur un chantier, c'est que préalablement, les conditions d'une présentation réussie ont été rassemblées. Et donc, en ce qui concerne le DURCAP, vous verrez les avant-papiers qui ont été produits à cet effet. Vous verrez les reportages qui ont été produits à cet effet. Nous pensons, dans ce qui concerne le DURCAP, les projets étaient à leur terme quand le président est passé. Êtes-vous fier des travaux réalisés par votre projet? Bon, fier, je ne sais pas trop, mais je crois que je suis plutôt satisfait. Je suis plutôt satisfait et je suis plutôt heureux de participer à améliorer les conditions de vie des populations autant que faire se peut. Nous vous disons que le souhait serait qu'effectivement nous migrions vers un projet d'envergure plus grande avec une forte incidence sur les notions de résilience et la prise en compte des villes secondaires. C'est ça le souhait. Mais vous savez, nous sommes, nous autres, une unité de gestion donc, qui dépend d'un ministère de tutelle. En ce qui nous concerne, c'est le ministère de l'aménagement du territoire et de l'entretien routier. Et si jamais le gouvernement venait à s'accorder avec la Banque mondiale sur l'opportunité de poursuivre le DURCAP, ça ne serait que du bonheur pour les populations et pour nous qui participons à leur donner cette joie. Monsieur Ibiassi, quelles sont les perspectives d'avenir de ce projet? Bon, le DURCAP a en perspective, là j'insiste, hein, il s'agit là des souhaits. Nous, à notre niveau, on ne peut pas décider. Le DURCAP a en perspective la finition des travaux qui, malheureusement, n'ont pas pu démarrer dans cette phase. Parce que tels étaient les souhaits des populations. Si tant est que nous sommes un projet voué à donner aux populations une satisfaction globale, le souhait serait que le projet ait une prorogation nouvelle pour que nous terminions les travaux qui peut-être n'ont pas été encore entamés et ceux déjà entamés encore et encore pour le bien des populations. Pour votre information, cher monsieur, le projet clôture le 30 juin 2020. Donc vous souhaitez une prorogation de combien de temps? Tout cela est technique. Il va falloir une évaluation scientifique, une évaluation objective qui permettrait aux partenaires de décider la durée réelle et réaliste de la prorogation. Bilan satisfaisant ou mitigé? Nuancé. Je dirais bilan nuancé parce que nous espérions faire plus. Tellement les attentes sont grandes, nous espérions faire plus, mais nous pensons que pour ce peu qui a été fait, les populations des quartiers cibles du projet actuellement
sont plutôt heureuses. Et ça vous pousse à dormir un peu en paix. Si vous était permis de conclure cette émission, quelle sera votre conclusion? Que les médias accompagnent davantage la vulgarisation des résultats. Parce que les résultats, dont on parle ici, ne sont pas systématiquement les résultats physiques. Il y a aussi des résultats au niveau des renforcements de capacité. Vous savez, plus d'une centaine de sessions de formation à l'endroit des bénéficiaires du projet, municipalités et autres parties prenantes ont été accordées. Tout ça avec pour effet immédiat l'amélioration de la gestion de nos municipalités et donc l'amélioration de tout ce qui est taxes et impôts. Pour votre autre information, dans le cadre de la composante 2 du projet, nous avions participé à un exercice de production d'éléments et d'instruments d'urbanisme qui permettra de bien accompagner nos villes face à ces phénomènes d'agrandissement non maîtrisé de nos villes et les érosions qui s'en suivent. Donc là, en ce moment, sont en production les plans locaux d'urbanisme pour les villes de Brazzaville et de Pointe-Noire qui sont essentiels pour la maîtrise de la gestion de nos villes à travers aussi la production de ce qu'on appelle les PIP, les projets d'investissement prioritaires. Ça, ce sont des volets importants, très très importants. Et puis, la dimension participative, la formation des communautés à la prise en charge de leur vie. Ça, ce sont des informations et des éléments que vous devrez davantage accompagner pour permettre aux gens de s'approprier les nouvelles façons de faire et d'accompagner les changements que nous apportons au niveau infrastructurel, mais qui doivent se poursuivre au niveau mental. Et donc là, nous avons vraiment besoin de vous. Je souhaite que cette émission ne soit pas la dernière. Je souhaite que nous ayons davantage de temps pour échanger. Et peut-être, si vous le souhaitez, on peut mettre à votre disposition une autorisation qui vous permettrait d'accéder dans les chantiers pour prendre la vraie température finalement. Avec plaisir, nous acceptons. Voilà, nous étions avec M. Dan Orphée Idiassi. Il est le responsable de la communication du projet Djurcab. Avec lui, nous avons fait un bilan à mi-parcours de ce projet. Vous avez écouté, il a parlé des missions du projet, des réalisations dans les deux principales villes de Pointe-Noire et de Brazzaville. Nous espérons le retrouver très prochainement. Au revoir et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne CB5 TV. Merci.